Comment passe-t-on d'une simple PME à un empire en matière de distribution de communiqués de presse sur l'Afrique? C'est le pari que s'est lancé en 2007 un entrepreneur franco-gabonais, alors qu'il était simple journaliste pour Gabon News et président délégué de l'Association de la presse panafricaine en France. La motivation de Nicolas Pompine-Mognard, à l'époque, aider les journalistes africains dans leur travail en leur facilitant l'accès aux informations. C'est ainsi qu'est né African Press Organization, ou APO, qui devient très rapidement l'un des plus réputés et influents cabinets de conseil en relations presse en Afrique et au Moyen-Orient. En plus de la distribution de communiqués de presse, l'autre point fort de ce groupe africain, c'est de mettre à la disposition de ses clients des experts en conseil stratégique qui les accompagnent dans l'élaboration de plans de communication visant à établir ou accroître leur notoriété dans les pays africains qu'ils ont ciblés. Quelques exemples d'entreprises de poids lourds parmi les 300 clients d'APO Group montrent le chemin parcouru en 10 ans. Facebook, Uber, Marriott Hilton, GE, Orange, DHL, Philips, Coca-Cola, Standard Chartered Bank, Siemens, Canon, PVC, EV, McKinsey et compagnie, Accor Hotel, Fly Dubai, DP World, pour n'en citer que quelques-unes. Encore plus stratégique dans le business plan du PDG d'APO Group, qui en est aujourd'hui le seul propriétaire et poursuit par ailleurs le développement de son propre fonds d'investissement pour l'Afrique, les partenariats noués avec Bloomberg Getty Images, CNBC, Africa et de nombreuses autres organisations médiatiques internationales, ainsi qu'avec le principal sponsor officiel de l'Association africaine du rugby mondial, World Rugby, Rugby Africa. Nicolas Pompine-Mognard, bonjour. Bonjour. Et bravo pour cette belle réussite entrepreneuriale. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un grand groupe et conseiller de nombreuses multinationales sur leur stratégie médiatique vis-à-vis de l'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, votre nouveau directeur général est Lionel Reyna, l'ancien vice-président Afrique et Moyen-Orient d'Orange Business Services. Ça, c'est la division B2B du géant français des télécoms Orange. Et ancien directeur Moyen-Orient d'Accenture. Alors, bien sûr, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le secret de votre réussite? Vous dites souvent vous-même que si APO Group est aussi performant, c'est parce que vous avez su trouver des solutions novatrices et performantes de distribution de communiqués de presse et d'analyse de couverture média. J'entends bien, mais pourquoi dans ce cas, les autres, eux, ils n'y ont pas réussi? Bon, je dis souvent cela, mais ça n'est qu'une partie de la vérité, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'évidemment, le succès d'une entreprise, c'est beaucoup plus complexe que des technologies, des services. C'est une alchimie, le succès d'une entreprise. Je prends souvent le parallèle de l'agriculture. Ça peut paraître étrange, mais vous savez qu'un agriculteur, même s'il fait tout parfaitement bien, il faut quand même aussi éviter la pluie, la grêle, il faut un peu de chance, etc. Donc, oui, il y a les aléas extérieurs, bien évidemment. Et une entreprise, c'est extrêmement complexe. Il faut avoir de bons services, il faut savoir s'entourer, il faut avoir de bons vendeurs, enfin, c'est très complexe. Bon. Mais moi, je considère que, pour répondre très directement à la question que vous m'avez posée, je considère que les points majeurs du succès de mon entreprise, c'est que d'abord, je viens de passer 12 ans à travailler 80 heures par semaine. Ah, bah oui, bien donc évidemment. C'est beaucoup de travail. Pas de résultat sans travail. Voilà, c'est beaucoup de travail. Et ensuite, la liste pourrait être longue, hein, mais si les deux points les principaux, c'est ça, c'est beaucoup de travail. Et je pense que j'ai une capacité à m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi à ce qu'ils font. Lionel Reyna, que vous avez cité, est un excellent exemple. Des gens qui ont une expertise ou qui sont en tout cas complémentaires. Voilà. Mais encore une fois, il faudrait une émission en entier pour expliquer. D'accord. Mais peut-être la niche aussi, la niche du communiqué de presse. Pourquoi personne n'y avait pensé avant vous? C'était un peu ça le sens de ma question. Parce que à l'époque, lorsque j'ai créé APO, et effectivement je l'ai créé en tant que distributeur de communiqués de presse, c'est comme ça que initialement c'était notre première activité. Personne ne s'intéressait
à l'Afrique plus que ça. C'était à l'époque de cette fameuse une de The Economist, Hopeless Continent, etc. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. J'ai créé un peu en 2007. En 2008, je suis allé au siège, j'étais reçu au siège de PR Newswire à Londres. PR Newswire, à l'époque, était le leader mondial de la distribution de communiqués de presse. J'ai été reçu dans un grand bureau par... je crois qu'il y avait 8 exécutifs, 8 seniors exécutifs, dont les vice-présidents, etc., etc. Et je leur ai dit que l'Afrique allait devenir un marché pour la distribution de communiqués de presse, que c'était évident que ce marché, niche, mais ce marché allait se développer sur le continent africain. C'était en 2008, et tous m'ont rayonné. Tous. Mais c'est bien symptomatique, voilà, à l'époque... Oui, ils ont dû le regretter ensuite, parce que vous avez fait vos choux gras avec ça. Mais aujourd'hui, c'est eux qui nous appellent. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, justement, vous me tendez la perche. Je le disais en introduction, APO Group, c'est un groupe africain, travaillant en Afrique, pour notamment améliorer l'image de l'Afrique aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous atteler à une tâche aussi ardue? Quel a été le déclic? Parce que c'est phénoménal de changer la mauvaise image de l'Afrique. Moi, j'étais journaliste pour un média qui s'appelle Gabo News, et j'étais leur correspondant ici, basé à Paris. Et donc, je savais, en tant que journaliste, que, alors que tous les médias internationaux, et donc on parle de 2005, 2006, 2007, tous les médias internationaux, enfin, le bruit médiatique concernant l'Afrique, à l'époque, était majoritairement négatif. C'était le sida, c'était la pauvreté, etc., etc. Mais moi, en tant que journaliste, les guerres. Oui, voilà, conflits, etc. Mais moi, en tant que journaliste, je savais qu'il y avait déjà de bonnes nouvelles qui provenaient du continent. On commençait déjà à parler de frémissement de middle class, de classe moyenne en Afrique, etc. Donc, et c'était difficile d'observer que les médias internationaux parlaient que des mauvais côtés, disons, et jamais des bons côtés. Et passé l'aigreur, j'ai posé la question, j'ai regardé, je me suis aperçu qu'en fait, ils ne recevaient pas ces informations positives. Tous les communiqués de presse de la Banque africaine de développement qui annonçaient les croissances, etc., du Parlement panafricain, de la Commission d'Union africaine, de toutes les banques régionales, la BOAD, enfin, etc., etc. Mais tout simplement, ils avaient une petite excuse, ces médias internationaux, c'est que bien souvent, les services de communication de ces institutions n'étaient pas au top, super performants, et donc les communiqués de presse n'atteignaient jamais la communauté média internationale. Donc ça, c'est là que j'ai pris conscience du sujet, mais le déclic réellement, ça a été une série d'entretiens que j'ai eu avec Donald Kaberuka, qui était le président de la BAD à l'époque, de la Banque africaine de développement, et qui m'a expliqué comment la diffusion de l'information économique liée à l'Afrique participait au développement du continent. Autrement dit, quand la Banque africaine de développement publie un communiqué indiquant que la croissance sera de tant de pourcents, etc. Et si ce communiqué part au Japon, en Russie, au Brésil, aux États-Unis, etc., eh bien, ça va attirer des investisseurs. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, on cherche toujours beaucoup de gens, en tout cas, moi je suis entouré de gens qui cherchent, des entrepreneurs, etc., qui ont différentes initiatives pour participer au développement du continent et aider création d'entreprises, création d'emplois, etc. Et là, j'ai compris qu'il y avait un levier, c'est-à-dire qu'en diffusant de l'information sur l'Afrique à l'extérieur du continent, on pouvait changer l'image du continent et faire en sorte d'attirer des investisseurs et créer des emplois, etc. D'accord, mais enfin, il n'en reste pas moins que récemment s'est tenue à Tanger, au Maroc, la 12e édition du Forum international Midé, vous savez, qui est une institution dans le dialogue Nord-Sud. Il en est ressorti que le continent africain continue de souffrir d'une couverture médiatique insuffisante et doit œuvrer davantage à améliorer sa réputation, en Europe notamment, mais aussi à travers le monde. Alors, pourquoi ce déficit médiatique qu'apparemment rien ni personne n'a réussi à résorber jusqu'à présent? Pour commencer, encore une fois, on devrait toujours débuter par cela. L'Afrique, c'est pas un pays, c'est 54 pays. Tout à fait. Alors, et vous œuvrez dans les 54, on en reparlera. Nous ne sommes pas panafricains, voilà, on en reparlera. Mais certains de ces pays communiquent correctement, même très bien. Certains, je ne vais pas citer de nom parce que je ne vais pas me faire de... Voilà, mais il y a certains pays qui sortent du lot. Donc les capacités, l'image
l'image, si on fait un audit de l'image aujourd'hui, si on fait un audit des efforts qui sont faits, des moyens qui sont utilisés, etc., il y a une très large disparité. Voilà. Donc l'image de l'Afrique, bon, voilà, il y a des pays qui performent. Donc ce que vous dites, c'est qu'elle est disparate compte tenu des moyens que l'on y consacre. C'est au gouvernement à consacrer des moyens. Mais en Afrique, tout est disparate, parce qu'il y a 54 pays. Voilà, il n'y a rien de monolithique. Je ne crois pas qu'il y ait un aspect du continent africain qui soit réellement monolithique. Bon, voilà. Tout à fait. Donc voilà, donc la plupart du temps, ce sont les gouvernements qui sont en charge de, voilà, alors c'est promotion du tourisme, promotion des investissements, etc., etc. Mais c'est vrai que de manière générale, les gouvernements, si c'est pour contracter le propos, de manière générale, très générale, on va dire 95% des pays africains pourraient communiquer beaucoup mieux. Ils se trompent sur les outils qu'ils utilisent, les stratégies qu'ils mettent en place, que ce soit pour attirer les investissements étrangers ou pour promouvoir une destination touristique. Et j'ai rencontré, alors je ne vais pas citer les pays, mais j'ai rencontré assez récemment un ministre d'un pays d'Afrique de l'Est qui était chargé de la promotion des investissements. Je vous garantis que quand cette personne, je ne vais pas donner trop de détails, sinon vous allez l'identifier, mais j'étais plein d'espoir quand je l'ai rencontré. C'était un jeune membre du gouvernement, c'était pas un dinosaure, j'étais vraiment plein d'espoir. Et quand elle m'a expliqué quelle était sa stratégie, j'étais furieux. Voilà, de voir à quel point... Ils ne sont pas préparés du tout. Mais ils ne sont pas formés. Alors en me disant tout ça, on va y rentrer plus en détail, mais en me disant tout ça, d'une certaine façon, vous dédouanez les médias occidentaux. Or, vous ne pouvez quand même pas nier qu'il y a un certain a priorisme de leur part. Ça, c'est un problème qui est encore beaucoup plus vaste. Parce que là, on parle de l'image, on parle de l'image du continent africain, et nous parlons de la manière dont les pays communiquent. Maintenant, on peut peut-être parler des médias africains et de la manière dont les médias africains... Non, mais là, je vous pose la question sur les médias occidentaux. On va revenir en détail. Les médias internationaux, pourquoi vous les dédouanez. En fait, c'est dans ce que vous dites, vous les dédouanez. Non, je vois pas en quoi je les dédouane. Je dis que les pays africains communiquent mal. C'est ce que je dis. Je ne vais pas parler des médias internationaux. Si je parle des médias internationaux, je vais vous dire ceci. D'abord, il n'y a pas de médias internationaux. Moi, je donne des conférences. En 2019, j'ai donné 10 conférences dans des écoles de journalisme en Afrique, et j'explique qu'il n'y a pas de médias internationaux. Quand on dit médias internationaux, on suggère que ce sont des médias objectifs, non, ce sont des médias nationaux avec une couverture géographique internationale. Oui, c'est pas pareil. Bien sûr, la distinction est importante. Non, mais c'est pas pareil. Ouais. Et quand on regarde ça, on voit bien qu'ils ont tous un biais, un bias, un angle, disons. Voilà. Donc il n'y a pas de médias internationaux. Commençons avec ça. Voilà. Le Qatar, on sait quels sont leurs intérêts. Le CNN, on sait quels sont leurs intérêts, etc. Et c'est de bonne guerre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, la manière dont les médias internationaux traitent l'Afrique, d'abord, on ne peut pas évoquer ce sujet sans parler du fait que ces 5 dernières années, de très nombreux médias internationaux ont investi massivement sur le continent. Sur le continent, tout Aujourd'hui, à fait. CNN donc normalement, ça devrait changer un petit peu leur vision de l'Afrique. Et donc, ils ont des correspondants sur place. Mais leur vision de l'Afrique, c'est que la population va doubler d'ici 2050, qu'en 2100, l'Afrique sera 40% de la population mondiale. Que toutes les multinationales arrivent, la NBA arrive, c'est notre client, Pepsi arrive, et bien d'autres, et que par conséquent, il va y avoir des recettes publicitaires colossales, et qu'il faut se positionner pour prendre cette manne financière de la bouche des médias africains. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est en train de se passer. C'est le phénomène qui est en train de s'opérer. D'accord. Bon, c'est un marché. La communication est un marché, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc... Oui, enfin là, c'est pas la communication. Non, mais ça, c'est un vrai problème que je viens d'évoquer. Voilà, ça veut dire que le paysage médiatique africain n'aura pas les moyens de se digitaliser, de monétiser, de recruter les talents. BBC, par exemple. BBC, il y a 1 an et demi ou 2 ans, a ouvert son plus grand bureau en dehors du Royaume-Uni. Ils n'ont pas ouvert à Pékin ou à Washington, ils l'ont ouvert à Nairobi. Nairobi, bien sûr. C'est un investissement de 270 millions d'euros ou de dollars.
mais c'est aussi un brain drain, c'est-à-dire qu'ils ont recruté 300 journalistes africains. Bien sûr. Non, le paysage médiatique africain est, si vous voulez, le sujet c'est que le paysage médiatique africain aujourd'hui est mis en concurrence avec des CNN, avec des BBC, avec etc., etc. Oui, alors que pour l'instant, il n'en a pas encore les moyens. Il ne s'est pas doté encore des moyens nécessaires. Alors, revenons à l'image de l'Afrique, parce que c'est quand même quelque chose qui perdure, et j'aimerais vraiment avoir votre expertise là-dessus. Laissons maintenant de côté un petit peu les médias occidentaux et la mauvaise image qu'ils retransmettent de l'Afrique, et essayons de comprendre un petit peu quelles sont les responsabilités des Africains eux-mêmes. Alors, que ce soit les entreprises, les gouvernements et institutions, ou bien les personnalités africaines que vous conseillez, vous avez un certain nombre de choses à nous dire. Vous avez pu remarquer au fil des ans comment en fait ils réagissaient à un certain nombre de situations de crise notamment. Commençons par les entreprises. Il y a eu récemment le cas d'une campagne de boycott qui a secoué des entreprises marocaines. Est-ce que cette campagne était justifiée ? La campagne de boycott ? Oui. Écoutez, ça je ne me prononcerai pas là-dessus. Je peux me prononcer sur la manière dont les entreprises ont réagi sur le plan de la communication de crise, on va dire, à ces campagnes de boycott. Alors, je vais commencer par préciser que, en l'occurrence, je crois qu'il y avait 3 entreprises, et une de ces entreprises, c'était Danone. C'est pas nécessaire. Donc la filière marocaine. La filiale marocaine de Danone. Mais bon, ça faisait partie de Danone. Donc, entreprise marocaine, bon, voilà. Mais je sais que la manière dont, notamment Danone, a réagi à ce boycott, c'était en 2018, début 2018, il me semble, ou en 2018, n'était pas appropriée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réagi, en fait. Ils ont attendu que ça passe, etc. Bon, nous conseillons des gouvernements, des entreprises, sur des stratégies de communication de crise, entre autres. Mais le sujet, c'est que quand la crise est là, c'est déjà trop tard. Une communication de crise, c'est comme une assurance, vous savez. Voilà. Donc ça se prépare. Et donc ça se prépare largement en amont. Ça se prévoit, ça s'envisage, ça s'organise. De sorte que quand la crise survient, on appuie sur le bouton et tout est prêt. Et tout se met en place. Voilà. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a un particularisme africain par rapport à une situation de crise ? J'imagine qu'il en va pour les grandes entreprises multinationales installées sur le continent, comme pour toutes les multinationales dans le monde entier. Ou bien est-ce qu'il y a un particularisme ? Je pense que certainement il y a une petite particularité qui est liée à l'utilisation du mobile, à l'utilisation des médias sociaux, etc. Puisqu'on sait que dans certains pays, on peut prendre l'exemple de l'Éthiopie par exemple. Encore une fois, ça dépend des pays, ça varie des pays. Tout le monde, depuis la France, moi je discute souvent avec des gens qui pensent que Facebook est roi partout en Afrique, que Twitter est roi partout en Afrique, etc. Ça n'est pas vrai. Par exemple, en Ouganda, Twitter, c'est à peine s'ils savent ce que c'est. Ils sont Facebook plutôt. Mais en Éthiopie, c'est Telegram qui est le king. Et en Éthiopie, vous avez des gens qui ne sont pas des journalistes, mais qui ont un nombre de followers qui est largement supérieur à des médias. Donc, encore une fois, un paysage extrêmement épars. Voilà. D'accord, oui. Et bien sûr, et donc forcément, disons que la situation de crise va être amplifiée ou bien retransmise différemment selon les cas. Ça crée des difficultés, puisque les gens qui ne sont pas journalistes de formation, mais qui se retrouvent avec un média, c'est-à-dire qu'ils appuient sur le bouton, ils diffusent l'information auprès de X centaines de milliers de personnes, voire millions de personnes. Ils ne sont pas nécessairement régulés par les lois sur la presse dans leur pays. Ils peuvent diffuser l'information mais sans la vérifier. Enfin, c'est très compliqué. Oui, bien sûr. Mais je réponds à la question, est-ce qu'il y a des spécificités ? L'une des spécificités, c'est que quand on parle de communication de crise à Paris, le travail du chargé de communication va être principalement consacré aux médias traditionnels, faire en sorte que l'AFP et le Figaro et je ne sais quoi et le communiqué de presse, voilà. Là, ça devient un peu plus compliqué. Bien sûr. C'est plus diffus, plus vaste. Voilà, exactement. On s'adresse à des acteurs qui sont plus institutionnels, on va dire. Bien sûr. Alors, passons au cas des gouvernements et des institutions. Alors, je prendrai pour exemple la Mauritanie, qui est accusée régulièrement dans les médias occidentaux de continuer à pratiquer l'esclavagisme et qui régulièrement est obligée de se justifier en montrant que des lois ont été promulguées. Ou bien le cas de la Cour pénale internationale. Alors là, la procureure générale, la gambienne Fatou Boum Bensouda, est régulièrement vilipendée dans les médias occidentaux, comme africains d'ailleurs, pour des raisons opposées. Soit parce qu'elle cible trop l'Afrique,
ou bien soit parce qu'elle n'accuse pas suffisamment d'Africains. Alors, comment répondre à ces campagnes et casser la mauvaise image de l'Afrique qu'elle renvoie ? La Cour pénale internationale, c'est un client depuis 2009. Donc on les connaît très bien. On travaille avec eux depuis longtemps. C'est un sujet à part. Ce qu'il faut comprendre concernant la Cour pénale internationale, dès qu'on parle de communication, c'est que la Cour pénale internationale n'a pas le droit de communiquer. Voilà, elle n'est pas libre de communiquer. La Cour pénale internationale, quand elle est attaquée, ne peut pas répondre. Ne peut pas répondre. Ah oui, ça complique les choses. Donc c'est un sujet à part. Donc, la Cour pénale internationale ne répond pas, n'entre pas dans des conflits, etc. La Cour pénale internationale essaie d'éduquer, etc. Mais ça rend la situation très difficile, en particulier quand on sait que certains chefs d'État n'ont pas hésité à recruter des agences de relations publiques pour faire de la black PR, des public relations, pour attaquer la Cour pénale internationale. Donc quand vous êtes attaqué de manière organisée, par des gens dont c'est le métier, et que vous pouvez pas répondre parce que par nature, vos statuts font que... Voilà. Donc la Cour pénale internationale, c'est un cas particulier. La Mauritanie que vous citez, nous par exemple, la Tanzanie par exemple, il y a quelques années, s'est retrouvée attaquée dans le cadre d'une campagne, et la campagne qui a enflé au niveau global, c'était que la Tanzanie... procéder à l'éviction de Maasai, etc. etc. Bon, il se trouve que c'était faux. C'est-à-dire que quand je dis c'était faux, ce que je dis, c'est que le gouvernement a publié des communiqués, donné des assurances, a largement démontré que c'était faux. Mais l'information était partout. Des ONG, etc., en recherche internationale, en recherche de bonnes causes à défendre, et après tout, pourquoi pas, il en faut, c'est bien. On crée des pétitions en ligne, etc., etc. Mais il a fallu mettre en place une stratégie de communication de crise pour éteindre ce feu-là avant qu'il ne se propage. En réalité, ça n'est pas très compliqué. Il suffit de savoir ce qu'on fait. Donc, nous, on a calmé ça en une semaine à peu près. Il y a des techniques pour faire ça, il y a la méthodologie pour faire ça. Mais le fait est que, pour répondre à votre question, le sujet, c'est que il y a dans le monde, en tout cas Europe, États-Unis, il y a encore un fond de racisme, c'est comme ça qu'il faut moi je ne vois pas d'autres termes. Et en fait, du point de vue de la médiatisation, dès que les médias internationaux identifient une information qui correspond à ce qu'ils ont... aux a priorismes. À l'a priori, qui correspond à la représentation qu'ils se font, eh bien, c'est une information qui va être vraiment très médiatisée amplifiée, grossie, parce qu'on vous avait bien dit, véhiculée, on vous avait bien dit, etc. Et un exemple fameux, nous sommes le principal partenaire officiel de Rugby Afrique, qui est le governing body du rugby en Afrique, la structure qui gère tout le rugby en Afrique. Il se trouve qu'il y a donc nous sommes entre autres chargés de la promotion du rugby en Afrique. Et il y a 1 an et demi ou je ne sais quoi. L'équipe du Zimbabwe a pris un avion pour aller jouer un match en Tunisie. Ils sont arrivés à l'hôtel. Ils n'étaient pas contents de l'hôtel. Ils ont voulu changer d'hôtel parce qu'il n'y avait pas de wifi, de piscine ou je ne sais quoi. Et donc, entre 2 hôtels, ils ont été obligés d'attendre. Il faisait déjà un peu nuit, c'était 19h, je ne sais quoi. Et donc, certains joueurs se sont allongés sur des sacs, sur le trottoir. Et un des joueurs a eu l'excellente idée de prendre une photo de ses camarades allongés, et de tweeter que l'équipe du Zimbabwe avait été obligée de dormir dehors en Tunisie. Non mais c'est grave. Non, je vais vous dire ce que c'est. Nous monitorons tout ce qui se dit sur le rugby africain. Cette information, ce tweet, a généré une couverture médiatique supérieure à... je pense en fait que ça a été la plus large couverture médiatique liée au rugby africain de tous les temps. Ah oui. De tous les temps. Je précise, 3 dépêches de Reuters, 2 articles sur CNN. Pourquoi Alors que c'était une plaisanterie. Alors que d'une certaine façon. Une plaisanterie, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas, en tout cas, ça correspondait pas à. Enfin, évidemment que le rugby, c'est une communauté, une fraternité. Évidemment que
la Tunisie n'allait pas laisser dormir. Mais c'est même pas mon sujet en l'occurrence. Là. Non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Voilà. Comment en fait un incident ou une information mal interprétée prend une ampleur? Mais pourquoi? Parce qu'il conforte les gens dans une opinion qu'ils se font d'eux. Et les médias internationaux cherchent encore à conforter leurs opinions sur, voilà, on vous avait bien dit. C'est comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement de Mauritanie par rapport aux campagnes, aux accusations d'esclavagisme? En général, ça dépend évidemment des sujets, mais en général, il n'y a pas un outil, il n'y a pas une solution. En général, c'est toujours un mix de solutions. Et en général, ça prend toujours un peu plus de 1 ou 2 mois. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que parfois on a des clients qui arrivent chez nous qui nous disent voilà, j'ai besoin de régler ce problème, et ils pensent que ça va se régler en 15 jours. Sur de la communication de crise, éventuellement ça peut se faire, mais pour positionner un pays différemment, c'est une campagne. Bien sûr. Il n'y a pas, encore une fois, le monde est vaste. Bon, alors, justement, maintenant, parlons des personnalités africaines. Là, on a vraiment un exemple par excellence, puisque hormis les sportifs de haut niveau, et particulièrement les footballeurs, qui trouvent en général grâce aux yeux des médias, ou bien quelques grands acteurs ou chanteurs, en fait, qui sont traités en fait comme les stars partout dans le monde. Hein, on cherche bien sûr toutes les histoires croustillantes, voire quelques hommes et femmes d'affaires qui, dans une presse spécialisée, si vous voulez, peuvent avoir des portraits à peu près objectifs. Pour le reste, quand on parle d'une personnalité africaine, c'est en général pour dire pique-pendre sur elle, ou bien, et éventuellement révéler des scandales. Alors, on a un exemple qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, c'est celui d'Isabel dos Santos, qui est donc censée être la femme la plus riche d'Afrique. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en tant qu'expert en communication sur le cas d'Isabel dos Santos? Le cas d'Isabel dos Santos, d'abord c'est un sujet qui m'intéresse. Je le trouve intéressant en tant qu'entrepreneur et en tant que communicant. En tant qu'entrepreneur, parce que c'est une personne qui s'est débrouillée. Je ne sais pas si ça s'est fait à l'insu de son plein gré, mais qui s'est débrouillée pour se retrouver dans les médias positionnée comme la femme la plus riche d'Afrique. C'était pas nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui sont très riches en Afrique et dont personne ne sait qu'ils existent. Donc elle a dû encourager ou laisser faire cela. On a un dicton, je sais qu'il y a un dicton, je ne sais pas de quel pays il vient, qui dit que si tu veux monter au cocotier, il faut avoir les fesses propres. Oui, mais quand même, il y a les Luanda Leaks. Je veux dire, c'est relayé par la presse, c'est quand même pas de l'information fake. Ah, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, en tant qu'entrepreneur, je constate que, en termes de maîtrise de son image, d'une manière ou d'une autre, elle s'est retrouvée positionnée comme la femme la plus riche d'Afrique. Et c'est pour ça qu'on attaque. Ça veut dire qu'elle met sur elle une cible, en quelque sorte. Oui. Ben voilà. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a ce fameux dicton qui dit si tu veux monter en haut du cocotier, assure-toi que tu as les fesses propres. Voilà. Oui, dicton sage, la sagesse africaine. Alors, juste dernière question, parce que le temps presse. L'avantage comparatif du groupe APO, c'est que vous êtes sur les 54 États africains. Dites-moi, est-ce que, de votre point de vue, donc, il y a une véritable perte d'influence de la France, un peu comme on le voit dans le débat actuellement sur le franc CFA? Est-ce que la France est complètement en perte de vitesse ou c'est une image tronquée? Moi, je suis français et gabonais, j'ai 2 nationalités, comme vous le savez. Nous avons 300 clients, 85% de multinationales, 50% de ces multinationales sont basées aux États-Unis. Mais nous opérons dans les 54 pays, comme vous le disiez, et dans tout type d'industrie, pharmaceutique, entertainment, technologie, etc. Moi, mon point de vue, c'est-à-dire les sans appel, c'est évident que la France est en recul. Voilà, et au profit de? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la place? Prenez le cas de... La Chine, la Russie... Prenez le cas de Techno, par exemple, qui est un de nos clients. Techno, c'est quelque chose. Hein. Nous avons des... Enfin, voilà, je peux pas, comment dire, dévoiler trop d'informations, mais toutes les entreprises... toutes les entreprises ambitieuses, c'est-à-dire qui ont des plans de développement ambitieux sur le continent africain que nous connaissons, mais il n'y en a aucune qui est française. Hein.
D'accord. Et d'ailleurs, les entreprises, ce qui est choquant, j'ai fait une tournée récemment avec Lionel Reyna, qui est un ancien senior exécutif d'Orange, comme vous l'avez dit. Ce qui est choquant quand on parle, on a fait une tournée, je ne vais pas citer de nom, je vais me fâcher avec personne, mais nous avons rencontré, je sais pas, 3-4 jours, on a rencontré 6 ou 7 des usual suspects, les multinationales françaises qui investissent en Afrique. Ce qui est choquant, par exemple, c'est qu'ils sont tous dans des pays francophones. C'est qu'ils sont majoritairement dans des pays francophones. Après, voilà. Bon, très bien. Eh bien, Nicolas Pampignes-Mognard, merci infiniment pour toutes ces explications. Avec plaisir, merci.